La, 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 la communication que vous allez avoir aujourd'hui, ou la présentation que vous allez avoir aujourd'hui, vient d'un article que Hervé et moi avons publié dans ce ouvrage, la collection Palgrave. C'est une commande que nous avons reçue de cet éditeur londonien, donc britannique, qui avait un ouvrage général sur la censure au théâtre dans le monde. Je pense que cette livre avait été, en fait, la conception de cet ouvrage avait été faite à l'époque de la censure du slave de Robert Lepage, et par conséquent, la commande avait été aussi très marquée par cette réflexion sur la censure, les diverses formes de censure. Autrement, on nous aurait demandé de faire la censure au Québec dans la mesure où, et c'est une des choses qu'on va vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de censure légale au Québec. Par conséquent, la censure, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient. Donc, c'est une recherche qu'on a fait un peu tous les deux. D'abord, moi, comme spécialiste du 19e siècle, Hervé comme spécialiste au début du 20e siècle et rencontrant des cas de censure divers. Alors, juste pour vous mettre au parfum, au départ, la question de la censure au théâtre au Québec est d'origine. Hein. Le premier cas qu'on a, c'est celui de Frontenac qui voulait monter le Tartuffe et qui s'est retrouvé en querelle avec Monseigneur de Laval. Il a gagné, mais qui a dû rembourser les frais encourus à Frontenac en échange. Et on a eu par la suite des querelles constantes entre l'État et l'Église sur cette question. Vous avez d'autres cas de censure, par exemple le théâtre de Société en 1790, qui est un groupe de personnes montant du théâtre qui avait dénoncé par l'Église. Vous aurez des cas de censure plus politique. On a monté la mort de César de Voltaire à Québec et la police est intervenue. Napoléon Bré en 1840 qui a monté les choses et là aussi la police est intervenue. Bon, il y a divers cas de figure. Si la raison pour laquelle on s'est intéressé à ces années, aux cas de figure qu'on a soumis dans l'ouvrage en question, dans l'article qui a été remis, c'est qu'on arrive devant un théâtre qui est autrement organisé. 1860, ici, le premier cas que nous avons retenu, c'est celui qui marque au fond les débuts du théâtre professionnel à Montréal. Alors, les cas précédents, ce sont du théâtre d'amateurs, préférablement du théâtre de société, donc organisé par des groupes pour le financement de plusieurs bonnes œuvres, mais sur des bases volontaires. Là, on a quelque chose qui se veut plus organisé, qui commence à s'implanter à Montréal. Alors, on a parlé de théâtre francophone. Il y a du théâtre anglophone qui s'est installé de façon commerciale depuis le début du 19e siècle, avec des tournées qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre. Charles Dickens, par exemple, a joué à Montréal plusieurs fois. Et, tous les autres grands comédiens britanniques en font. Alors ici, vous avez en 1860 un cas qui est celui du théâtre français de New York qui décide de venir en tournée à Montréal. C'est le premier cas qu'on a relevé de ce genre de choses. On a eu l'année précédente une troupe d'opéra italien, mais avant ça, on n'a rien. On n'a rien. Enfin, moi, je n'ai rien trouvé de significatif à cet effet. Peut-être que je vais la faire chercher, ça se peut. Mais on a la troupe donc du théâtre français de New York. À New York, dans ces années-là, il y a suffisamment de Français pour obtenir un théâtre permanent et un journal quotidien. Et le directeur du théâtre embauche les acteurs français pendant une saison. C'est cette troupe-là qui décide de venir à Montréal. Alors, pourquoi cette année-là? Pourquoi l'année précédente? Pourquoi l'année suivante? Là aussi, il reste du travail à faire en recherche, mais ça doit avoir quelque chose à voir avec les trains et le développement des moyens de transport. Quand on déplace du théâtre, il déplace une troupe, des costumes, des décors et tout l'appareil. Donc, par conséquent, ça prend des circuits de tournée. Alors, ils arrivent à Montréal pour présenter un répertoire qui est leur répertoire français, et notamment une pièce qui va faire l'objet effectivement du litige, qui est la Fille de marbre de Théodore Barrière. La Fille de marbre a été jouée à Montréal plusieurs fois précédemment, en anglais, par des troupes américaines ou par des troupes montréalaises, mais plusieurs fois, et sans soulever de difficultés particulières. Mais on sait, on a vu que la version jouée en anglais à Montréal est une traduction américaine, et les Américains censurent les pièces non traduisant. Donc, il n'y a pas de raison de s'énerver. Quand les Français arrivent, ils arrivent avec la pièce originale. Alors, ici, on n'a pas de comité de censure, on n'a pas de groupe, on a une activité commerciale qui se fait de façon commerciale, donc sans histoire. Et pour et ça prend donc à la fois la publicité dans les journaux pour qu'on apprenne que la troupe vient et quelqu'un qui est mécontent du répertoire pour que
une plainte soit déposée, que l'Église intervienne. Et très rapidement, l'Église va intervenir précisément sur cette pièce et pour prévenir les catholiques français de se méfier et pour leur demander de leur interdire en fait de se présenter dans les salles de théâtre. La troupe d'ailleurs va partir en tournée vers Québec, vers la ville de Québec, et cette pièce qui avait d'abord été annoncée en même temps que les publicités montréalaises va disparaître du répertoire et ne sera pas jouée à Québec pour cette raison. Donc, vous avez un premier cas ici où on voit un peu se structurer à la fois l'information, il faut qu'on soit saisi de l'information pour faire une intervention de nature sensorielle, et d'autre part ici, qui est après coup, parce qu'il faut que quelqu'un ait vu la pièce pour déposer une plainte. Et là, vous aurez tout le débat habituel entre les journaux qui se querellent les uns les autres. Oui, mais comment ça, toi, qui es grand catholique et contre le théâtre, t'es allé voir la pièce? Et l'autre qui répond, ben oui, mais il fallait bien aller la voir pour pouvoir en parler. Bon, ça, c'est. Alors, ça, c'est le premier cas qu'on a relevé, mais qui nous est apparu important à la fois pour tracer les circonstances et pour dater aussi le phénomène. Alors, la nature des interventions d'Église sont de plusieurs éléments. Alors, d'abord, la présence de femmes sur scène est toujours un problème. Et évidemment, au théâtre commercial, on ne travaille pas beaucoup avec les travestis. Présence de femmes sur scène, présence d'une action dramatique qui, comme on dira, si vous l'avez dans l'article, qui heurte les mœurs canadiennes. Comment dire, c'est tout le monde le fait, les Canadiens sont moralement impeccables et par conséquent, tout ce qui n'est pas moralement impeccable heurte la sensibilité canadienne. Et ce qu'on appelait à l'époque l'amour libre. C'est ça. Et dans ce cas-là, oui, c'est ça. Et dans ce cas-là, parce que vous avez une femme qui est de demi-monde, qui est la personnage principal et qui va effectivement manipuler assez ses amants. Évidemment, dans la tradition anglaise, elle est devenue une femme de bourgeoisie. Elle ne va pas se repentir à la fin. Évidemment, elle ne se repent pas beaucoup à la fin. Elle pleure. Alors, donc, vous avez ce genre de truc. Vous avez aussi le fait que l'Église va développer son discours. Elle a commencé déjà à développer son discours sur le fait que le péché vient d'étrangers. Notamment, les Canadiens sont des gens loyaux, honnêtes et purs. Par conséquent, tout péché vient d'étrangers et tout ce qui vient d'étrangers va les corrompre. Encore vrai aujourd'hui. C'est ça. Alors, l'autre élément qu'il faudra ajouter que l'Église ne donne pas de voix, c'est la question du financement. L'Église a besoin constamment de financement pour ses œuvres, ses églises, ses hôpitaux, ses écoles. L'Église est responsable des hôpitaux et des écoles au 19e. Et par conséquent, toute activité commerciale de nature culturelle vient détourner des fonds qui devraient aller à l'Église pour l'entretien de ces choses. Donc, par conséquent, vous avez une série d'éléments problématiques et on voit bien aussi que le dernier élément que je soulèverai tout de suite, c'est celui du contrôle des loisirs. On est dans une société où il n'y a pas beaucoup de loisirs pour tout le monde, mais l'idée, c'est de s'assurer que ces loisirs-là sont occupés. Alors, on a des peintures, on a des circuits fermés, on a toute une série d'éléments catholiques qui va être des activités à toutes les heures la journée pour occuper tout le monde en période de loisirs. Et là, vous avez des loisirs qui sont hors de l'Église. Et là, on ne contrôle pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc, il y a toute une série de paramètres qui apparaissent comme étant extrêmement problématiques et qui vont se poursuivre tout au long du 19e siècle. Alors, le deuxième cas que nous avons relevé, c'est celui d'Alfred Mogard, qui est un acteur français, un acteur de province. Quelqu'un qui ne joue pas à Paris, mais qui joue partout ailleurs, et qui donc, a l'habitude de rouler sa bosse en tournée, et qui est à la tête d'une troupe de personnes qui se produit à la fois dans les théâtres européens, il y a longtemps les théâtres européens, mais qui à ce moment-là commence à rouler en tournée. Alors la France, vous vous rappelez, est un pays colonialiste, il y a des colonies, il faut donc alimenter les colonies et les colons surtout en activité culturelle. Et donc Mogard part en 1969 dans cette tournée qui va le mener en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. Enfin, moi, je l'ai relevé en Nouvelle-Calédonie et en Martinique, on sait qu'il s'est promené un peu partout à travers ça.
Et il arrive en Martinique en janvier 70 et se retrouve coincé là parce qu'en France, la guerre a éclaté totalement et le théâtre est suspendu, il n'y a plus de théâtre. Et il y aura par la suite la Commune en 71, donc ça va s'enchaîner pendant 2 ans. Et alors, ils sont informés, les acteurs de ça, parce qu'ils sont informés par les journaux, les nouvelles arrivent un peu en retard, mais elles arrivent quand même. Ils sont donc un peu coincés à la Martinique. Ils vont remonter par New York. Je ne les ai pas encore trouvés à New York, mais je pense qu'on va pas chercher, je vais finir par la trouver. Et ils arrivent là aussi à Montréal pour se produire, d'abord à Montréal et ensuite à Québec. Alors, là, on est dans une troupe de tournée. Ce n'est pas le théâtre français installé à New York, c'est vraiment une troupe de tournée qui arrive un peu par là. Et ils arrivent à Québec, découvrant là une ville où il n'y avait pas de théâtre, une ville de province, qui a toutes les caractéristiques de ville de province française, mais où il n'y a pas de théâtre. Peut-être qu'on pourrait s'installer là, en interne, et aller dans la ville. Alors, le travail de Montgard va consister à racheter une salle, rénover une salle Sarko. Ils sont 6 qui restent à Québec à ce moment-là. Une limousine et entretenir des saisons. Au début, ça marche assez bien. On va lui faire comprendre qu'il n'y a pas assez de monde sur scène, on aimerait avoir plus de monde. Donc, il fait appel aux amateurs de Québec qui vont se croiser. Ça marche, mais ça marche un peu sur des roues qui tournent carrées. C'est-à-dire que les journaux ultramontains vont se plaindre de la qualité du spectacle de temps à autre. L'Église va intervenir de temps en temps. À divers moments, on va interdire des représentations, on va interdire et on va évidemment se trouver à créer plus de difficultés qu'on en voudrait. C'est une troupe mixte, elle aussi. Alors, on a droit à monsieur et madame Mogan, monsieur et madame Bourdet, monsieur et madame Génaud. En fait, monsieur et madame Mogan, ça n'existe pas. C'est des gens, je vais mettre de classe de mariage là. Mais bon, elle est mariée avec un autre d'ailleurs, mais bon, on va laisser dans la morale. Ah oui, on va faire la morale. Alors, il y a ici quelque chose qui fait que et puis, le Québec, ce n'est pas la ville de province qui a l'habitude d'avoir du théâtre et des activités culturelles régulières de ce point de vue-là. Et donc, il y aura une sorte de difficulté constante pour Montgard d'entretenir cette troupe qui est la première troupe permanente. C'est ça qui est intéressant ici, c'est la raison aussi. C'est la première fois que quelqu'un essaie d'avoir une troupe permanente. Alors, il va devoir trouver une sorte de métier, ouvrir un restaurant, un hôtel, donner des cours de déclamation. Elle va louer ses costumes, louer des chambres, on retrouve. Et qui sont d'ailleurs dans la tradition des acteurs de province qui sont un peu fauchés et qui seront encore maintenus par les acteurs québécois dans les années suivantes. Ouvrir un théâtre, un restaurant, un hôtel, c'est toujours ce qui est remarquable. Alors, dans ce cas-ci, on n'a pas de pièces comme telles qui sont interdites, mais c'est la difficulté générale qui est rencontrée par la troupe. On est en 71, 70. C'est l'époque aussi du programme politique, du programme ultramontain. Et par conséquent, ce programme ultramontain, 71, c'est un parti politique contrôlé par l'Église qui a pour objectif de soumettre la vie civile à la religion. Donc, on est dans quelque chose qui refuse la séparation entre l'État et l'Église et qui veut soumettre donc toute la vie civile. Alors, c'est un parti qui va être battu aux élections, mais c'est quand même quelque chose ici qui va animer la vie sociale très lourdement et qui va entraîner finalement l'archevêché de Québec et de Trois-Rivières à interdire la troupe de Montcalm de façon générale. C'est pas. Alors, c'est des interdictions en durée limitée, mais de ces interdictions générales, ce n'est pas des pièces comme telles qui sont soumises. Et finalement, Montcalm va acheter l'éponge en 1879, rentrer à Paris. Commencer par Montréal, et puis ensuite rentrer à Paris, où il va poursuivre sa carrière, surtout en banlieue parisienne, mais quand même, toujours comme un acteur de. Donc, vous avez ces deux cas de figure qui sont quand même assez intéressants dans la mesure où on a la première tournée française et on a la première troupe qui essaie de s'installer. Alors là, je vais céder la parole à Hervé pour la suite. Les comités de français. Bon. Moi, je vais vous mettre cette petite citation-là de Débutant, qui est un roman d'Arsène Bessette, qui est un des rares romans de cette époque-là, qui parle du théâtre et de la presse et de leur relation entre les deux. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui voudraient nous lire ça, Alexis, allez-y avec votre voix de centaure.
Maintenant, si vous voulez que je vous parle plus sérieusement, je vous dirais que l'on redoute l'influence du théâtre français, non à cause de sa prétendue immoralité, qui n'est qu'un prétexte, mais parce que dans les œuvres modernes, on étudie les problèmes sociaux dont la solution préoccupe les esprits humanitaires, parce qu'on discute, même librement, des questions scientifiques. Ce sont des pièces trop savantes pour être orthodoxes, trop inspirées par l'esprit de justice et de liberté pour ne pas être dangereuses. Si on laissait le théâtre moderne faire à sa guise, empoisonner l'âme de ces bons Canadiens en les habituant peu à peu à penser, à raisonner quand on peut leur faire entendre que 2 et 2 font 5, mais ce serait une véritable révolution dans toute la province de Québec. Et le mouton ne voudrait plus se laisser tondre que deviendrait le berger. Non, il vaut mieux, pour ceux qui s'engraissent de l'état des choses actuelles, encourager les cirques, les danseurs, bon, les mélodrames stupides, en un mot, tout ce qui abrutit le peuple, les maintient dans cet état de béate ignorance indispensable à l'asservissement complet du troupeau malheureux mais résigné. Vous voyez un petit peu. Donc, avec le troisième cas de censure, on arrive à une époque où l'Église a fini par accepter, surtout parce que les francophones à Montréal vont déjà beaucoup au théâtre en anglais. Quand ils vont voir du théâtre professionnel, ils vont en anglais. Et ce répertoire-là, l'Église ne peut pas le contrôler. Donc, à partir de 1898, ils se disent, OK, on ne peut pas contrôler ce qui se fait, mais on va essayer de contrôler ce qui se fait en français. Ça commence avec une troupe qui s'appelle les Soirées de famille, une troupe amateur, où là, il y a un encadrement, ils savent que c'est une société assez conservatrice qui s'en occupe. Et à partir du moment où ils décident de laisser le théâtre exister, là, arrive ce qui est arrivé à Québec à un autre moment, mais qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire des troupes professionnelles s'installent. Il y en a plusieurs, je dirais, avant la Première Guerre mondiale. Il y en a toujours au moins 2 en activité, une qui fait du mélodrame et une qui fait du théâtre plus sérieux. Ce théâtre moderne-là dont nous parle ici Recette. Et c'est ce théâtre moderne-là que l'Église va essayer d'endiguer. Et dans l'article que vous avez lu, la pièce en question, c'est le Bercail de Bernstein, hein, qui montre encore une fois une femme qui a des désirs sexuels pour un autre homme dans le mariage. Quand ça arrive pour les hommes, ça ne pose jamais de problème. Mais quand ça arrive de l'autre côté, là, on commence à vouloir ne pas montrer ça. Donc, c'est ce qui arrive avec le Bercail. Mais ce qu'il y a d'intéressant et qui est original et inédit avec ce cas de censure-là, c'est que ça pose la question de ce que l'Église a installé à partir de 1900, quand elle a vu que des troupes allaient faire du théâtre permanent. L'Église veut distinguer en ce qu'elle appelle le bon théâtre et le mauvais théâtre. Donc, le mauvais théâtre, c'est également celui qui présente de l'adultère, des suicides, des parents qui obéissent aux enfants, etc., et des réformes sociales qui pourraient être dangereuses. Et donc, comment l'Église va-t-elle faire pour essayer de contrôler tout ça? Elle va mettre en place des comités de censure officiels, ce qui est quand même assez original. On penserait que l'Église se serait dit, par exemple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais non, elle ne raisonne pas de cette manière-là. Elle se dit, si je veux que ça fonctionne, il faut que j'aie quand même l'assentiment du milieu littéraire et tout ça. Et donc, elle demande à 2 écrivains en vue d'agir comme censeurs et elle leur demande à eux de sélectionner des pièces, de décider ce qui va être joué et ce qui ne sera pas joué. Et d'autre part, quand on décide de faire jouer des pièces qui sont quand même un peu problématiques, de les élaguer. Donc, utiliser les ciseaux et de faire, j'avais lu on avait préparé quelque chose. Ça vous donne une idée un peu si je joue à Montréal, vous avez des publicités dans les journaux, vous avez des pièces anglophones et francophones qui jouent à cette époque-là. C'est un exemple d'une semaine régulière à Montréal. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près 5-6 théâtres qui annoncent en français, puis vous en avez 2 en anglais. Donc, ça veut dire que le public des journaux francophones va aussi voir des pièces en anglais. Ici, je passe C'est ça, la 22. je suis rendu déjà là. Ah oui, la 22, je pourrais mettre ça aussi. Là, ici, vous avez les journaux
qui réagissent quand on veut censurer les pièces. Ça, c'est justement les mêmes genres de pièces que les filles de marbre, là. C'est-à-dire, c'est toutes des pièces qui présentent la vie de bohème, des gens qui ont des mœurs libres et qui aspirent à une autre vie que conventionnelle. J'avais aussi sorti celui où, vous voyez, on veut établir une censure, il faut des feuilles de ligne. Ce que je vous avais sorti de rigolo. Ah oui, ici. Dans la presse aussi, quand on... Alors évidemment, l'Église veut bien installer son petit comité de censure, elle pense que ça va fonctionner, elle choisit des écrivains pour le faire. Vous avez vu dans l'article que les censeurs ne s'entendent pas entre eux sur ce qu'il faut censurer, donc ça ne va pas tellement bien. Mais aussi, l'Église fait face à des critiques qui n'apprécient pas tellement la censure et qui vont faire exactement ce que fait Roger Valois dans le pays, hein? C'est-à-dire ridiculiser le travail des censeurs. Alors, déjà, ils font remarquer que le titre de la pièce de Romain Collus, qui est commenté ici, son vrai titre, c'est Antoinette Sabrier, mais pour être sûr que la pièce ne soit pas vue comme un exemple à suivre, on l'appelle le désastre. Il y a pas de... Vous n'avez pas trop à vous poser de questions sur ce que c'est. Et, hein, et ici, Valois parle de ce drame qui est censé se terminer par un suicide et non par l'improbable scène de pardon dont les Canadiens ont eu la primeur. Et qu'est-ce que c'est que cette scène dont ils ont eu la primeur? Peut-être que Geneviève va nous dire ça? Monsieur Sabrier tente de se faire sauter la cervelle, mais tout à coup, il lance son revolver à terre et demande à Dieu de lui donner la force d'aller en prison pour expier sa faute frauduleuse et de donner à sa femme le repentir. Ah, donc, une fin qui est tout à fait artificielle et que personne ne peut croire. Et le critique se fait un plaisir de la révéler à tout le monde pour qu'on sache vraiment ce qu'il y avait dans cette pièce. Donc, tout ça pour dire que la censure à cette époque-là connaît un certain nombre de ratés. J'en avais, ouais, j'en avais pas mal ici. Ce qu'on peut peut-être dire, voulez-vous que je vous parle un petit peu du fonctionnement de ce comité de censure-là? Oui. Hein? Donc, on nomme des écrivains, on leur demande de faire le travail. Qui doit les rémunérer? Pensez-vous que l'Église va se donner la peine de les rétribuer? Et non, on demande au théâtre de payer les censeurs. Ben, comme on leur demande aussi de payer les censeurs, on leur demande aussi d'envoyer des pièces aux censeurs. Le problème qui arrive, c'est que le théâtre dit oui, oui, on accepte, il n'y a pas de problème, on va vous envoyer des pièces, mais vous avez vu dans l'article, on envoie les pièces, on les envoie en retard, alors qu'elles sont jouées. Comme elles sont jouées à cette époque-là, une pièce, ça joue une semaine dans un théâtre commercial, et puis après ça, on change d'affiche. Et aussitôt qu'on envoie la pièce en retard, ben, ils ne peuvent pas la lire. Et donc, c'est plus difficile de la censurer. Vous avez vu aussi, avec ce que vous avez dit ici, qu'on ne connaît pas le répertoire français, et très souvent, ce qu'on joue, c'est des pièces assez récentes, des succès. Donc, avant de savoir ce qu'il y a dedans, il faut qu'elles soient jouées. On a bien sûr accès à la critique française qui arrive avant, mais les critiques français sont moins prudes que les critiques canadiens. Donc, la plupart du temps, ils ne relèvent pas les choses qui pourraient choquer le public canadien, de telle sorte que c'est difficile d'opérer cette censure-là. Et je dirais grosso modo, l'autre chose, c'est qu'aussitôt par exemple, qu'on fait quelque chose comme ça avec la pièce, on lui fait de la publicité. Hein? On dit que c'est une pièce qui a peut-être des petits côtés olé-olé et que ce serait intéressant d'aller voir. Donc, la censure à l'époque fonctionne dans une certaine mesure, mais la preuve que son fonctionnement n'est pas totalement au point, c'est que, par exemple, dans un cas comme les nouveautés, celui qu'on a exposé dans notre chapitre, il faut qu'ils interviennent plusieurs fois avant que ça finisse par fonctionner. Et dans le cas des nouveautés, il y avait une situation financière fragile. Ça a mis le théâtre en faillite au bout d'un certain temps, mais il a fallu quand même agir à plusieurs reprises pour que ça se passe.
Et concernant justement cet auteur Bernstein, qui a été censuré dans ce cas-là, on avait déjà joué 5 ou 6 de ses pièces avant. On avait déjà joué le Bercail, puis on l'a continué à jouer d'autres pièces de lui avant que la censure opère. Et la censure va opérer pendant environ 5 ou 6 ans. Et en 1912, on recommence à jouer Bernstein. Une petite question. Quand tu disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas savoir quand une pièce venait de l'étranger ce qu'il y avait dedans et qu'on se renseignait en lisant les journaux. Et ça, c'était le comité de censure qui faisait ce travail-là, d'aller regarder dans les journaux étrangers quand il était question d'une pièce. Sais-tu comment ça se passait concrètement? Je pense que les journaux français étaient largement transcrits dans certains. Dans un journal canadien de l'époque. Les journaux français sont piratés. Le courrier dramatique, le feuilleton dramatique est piraté. Quand Sarah Bernard arrive, là, elle n'est pas inconnue. Tout le monde sait qui c'est. Donc, on a lu les journaux, et puis les journaux français arrivent eux-mêmes. Les journaux ne sont pas piqués dans les journaux canadiens. Ouais. Alors, on sait qui c'est. Quand Réjeanne arrive, on sait qui c'est. On a un répertoire. Donc, on a une sorte de logique des pièces, mais on n'a pas les pièces elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas en ligne, elles ne sont pas mises encore, elles ne sont pas suffisantes. Et puis, en plus, c'est que malgré tout, on ne sait pas quelles sont les pièces qui sont mises. Il n'y a pas de comité de censure efficace. C'est que, tu sais, la même pièce, tu dis, personne ne peut jouer beaucoup. On ne sait pas quelle version de ces pièces-là. Est-ce qu'elle a déjà été censurée? Est-ce qu'on en a des morceaux? Est-ce que c'est des traductions françaises, des versions américaines? Est-ce que. Ouais, peut-être la dernière chose, Lucie en a parlé, il y a le phénomène des pièces françaises qui sont adaptées par les Américains existe, mais à partir du début du siècle, ça va se généraliser. C'est-à-dire, pour éviter les problèmes, on va plutôt jouer des retraductions françaises, des adaptations américaines des succès français que la version originale. Là, les scandales, je ne sais pas, quand Sarah Bernard en arrivant avec l'original. Avec l'original. Donc, et vous avez vu, c'est des acteurs français ou européens. Des fois, ils sont belges, des fois, ils sont suisses aussi. Mais eux, quand ils arrivent ici dans les troupes de province, ils ont appris les rôles. Et les rôles qu'ils ont appris, ils n'ont pas appris les versions américaines. Ils ont appris les versions françaises. Donc, à la limite, ça a dû certainement arriver qu'il y a eu des courts-circuits dans la présentation et quelqu'un qui ne devait pas jouer une scène a peut-être joué l'autre version qu'il connaissait mieux que la première. Et voyez un peu comment on est dans une situation où l'Église tente de contrôler, elle y parvient jusqu'à un certain point, mais ce qui complique la situation au théâtre par rapport, je dirais, à la littérature en particulier, c'est que les gens qu'on essaie de contrôler, ils viennent d'un autre pays. Ils jouent un répertoire d'un autre pays, et la partie prescriptive dont nous parle Pierre Hébert pour le théâtre, ils réussissent jamais à l'imposer aux troupes européennes. Ils ne veulent pas jouer des pièces régionalistes. Ils en jouent un petit peu dans les années 20 et 30, Pagnol, des choses comme ça, mais ça, c'est après la période dont on parle. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour le théâtre parce qu'on a cette question du fait que Montréal, d'une certaine manière, à cette époque-là, est une sorte de ville provinciale française pour ce qui est de son alimentation en spectacle. Donc, elle devrait simplement recevoir les mêmes spectacles qui tournent dans la France, dans l'Hexagone et dans les comédies. On arrête à la Première Guerre parce qu'après ça, les comédiens vont devenir canadiens et là, on aura une grosse. C'est l'incohérence d'une part, mais c'est aussi, je pense qu'il faut réfléchir aux causes de ça, qu'est-ce qu'on essaie de contrôler par là. Et c'est clair que la bourgeoisie, ça n'intéresse pas grand monde. Si on les laisse aller parce que, bon, ils ont le fric, ça se fait. Ce qu'on veut surtout, c'est éviter que les femmes aillent au théâtre, donc on contrôle à la fois, de la même façon que Marie-Pierre Luneau pourrait comprendre qu'on essaie toujours de contrôler les lectures des jeunes filles, autant c'est la même chose avec les femmes au théâtre. On aura quand même une sorte de nettoyage du milieu théâtral à la fin du 19e siècle pour permettre aux hommes d'amener leurs femmes et leurs filles au théâtre. Si on essaie aussi de contrôler les classes populaires, on va surtout les contrôler par le cinéma, et là, les comités de censure vont fonctionner. Fonctionnent encore.
Et, mais bon, en général, l'idée, c'est d'éviter de répandre des idées, des mœurs, des idées sociales, des idées politiques qui seraient nocives. En terminant, on peut peut-être vous donner des éléments de comparaison. Alors, il y a- Est-ce qu'on a, on a Vous avez largement le temps. Oui, j'essaie Oui. de retrouver la diapo, mais. alors, normalement, on va y aller, bon, je vais la dire entre-temps. Alors, il n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi, donc, je pense que ça va retenir au Canada et au Québec surtout, qui permettent la censure au terme. Il n'y a que le choix de la moralité qui a le pouvoir d'intervention sur une scène. Le choix de la moralité, c'est la police qui peut venir chercher quelqu'un qui se déshabille, par exemple, ou des gens qui sont des attouchements qui sont peu recommandables. Et, bon, et ça arrivera d'ailleurs jusqu'en 1976, ce genre de truc. Ils peuvent même intervenir quand on dit un mot salace sur scène. C'est ça. Comme ça, c'est Un le mot, choix de la un moralité. mot obscène. Et donc, c'est pour ça que juste dans les chansons de café-concert, par exemple, c'est une forme de variété de l'époque où on chante des chansons dans différents types de groupes. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on nomme une partie sexuelle de l'être humain, que ce soit de l'homme ou de la femme, eh bien, en général, on va mettre un autre mot pour cette partie-là et que tout le monde va rigoler de voir que c'est la tête de tout petit peton, Valentine, Valentine. Hein? Alors, si vous faites ça, mais que vous faites un autre geste avec ça, vous allez tout de suite interpréter. Ça, c'était une des manières dont on la comprendre. Donc, la force de l'Église est strictement morale. On menace les croyants de l'enfer. Quand les croyants en c'est dur. Quand vous ne croyez pas, c'est un problème. Mais parallèlement, par exemple, par comparaison, en France, la tradition de la censure date de censure contemporaine date de la Révolution française, 1794, l'établissement de la censure européenne. Et il y aura des censeurs jusqu'en 1906. Donc, c'est-à-dire en France, on est obligé toutes les troupes de théâtre doivent soumettre leur pièce à un comité de censure, doivent approuver la pièce ou faire les modifications que jugent intéressantes. Et les censeurs assistent aux représentations et au général. Parce qu'on sait bien qu'on peut modifier le texte tant qu'on veut, si on laisse les comédiens jouer, ils vont jouer. Alors, et donc, vous avez ici un effet très important. De là, d'ailleurs, cette histoire des mœurs canadiennes, parce que les censeurs, ça les gêne pas, ce genre de truc. C'est les aventures extra-conjugales ou les opérations de séduction. Ils ont d'autres problèmes avec la morale. Alors, donc, jusqu'en 1906, si ma mémoire est bonne, c'est pas parce qu'une loi a interrompu la censure en 1906, c'est juste qu'ils ont décidé budgétairement d'effacer le poste censeur. Par conséquent, ça a éliminé la censure. Bon. En Grande-Bretagne, vous avez une tradition aussi qui est une loi de la censure qui existe depuis très, très longtemps et qui, sous diverses formes, mais qui est une censure essentiellement politique en Grande-Bretagne. Bon, on imagine que la censure victorienne a dû opérer comme la censure religieuse, à quelque part, par effet de morale de pression, mais la censure légale qui existe pour des raisons politiques. Et elle sera levée en 1968, donc on abolit toute forme de censure. Aux États-Unis, c'est comme au Québec, c'est les églises qui opèrent, c'est les églises et les milieux sociaux. Il y a quand même la loi Comstock en 1873 qui va permettre l'intervention des comités de la police devant la littérature obscène ou les objets à usage immoral. Je ne sais pas ce que ça veut dire, personne n'a ce que ça veut dire au juste, mais ça permet au comité de censure d'intervenir, au comité de moralité d'intervenir, à la police d'intervenir et de faire cesser une représentation. Mais il y aura essentiellement là aussi par les églises et une censure morale et sociale importante. On a d'ailleurs dans les romans d'Édith-Wharton un certain nombre de descriptions qui laissent imaginer le poids de cette sociale sur les comportements individuels. On le voit ne serait-ce que par le fait qu'il ne faut jamais que ce soit pertinent de jouer les versions françaises des textes d'une manière dans la version originale. On l'adapte toujours. À Doc, les objets
je ne sais plus quelle est ton expression, là, immoraux ou L'objet à usage à immoral. usage immoral, souvent c'est lié à la contraception. Oui. Tu as la contraception, tu as. Oui, c'est ça. Alors, essentiellement, c'est la contraception, mais les médicaments. On a beaucoup de commentaires sur la traite des blanches, la prostitution, on a beaucoup de morale. Mais les objets, évidemment, là, ça prend. Si je peux vous donner une comparaison, à l'époque, au début du siècle, par exemple, si je prends une pièce qui est assez choquante pour l'époque, une pièce de Eugène Brieux qui s'appelle Les Avariés. Cette pièce-là parle de la transmission de la syphilis dans la famille. Ça commence avec une scène avec un médecin qui avertit un homme de ce qui est en train de se passer. À la même époque, la pièce a été censurée en France parce qu'il y avait un censeur qui était en fonction. À Montréal, le compromis qui a été trouvé, c'est d'interdire les représentations aux femmes et de ne permettre qu'aux hommes d'assister à cette pièce-là. Et elle a été jouée uniquement 3 jours et destinée uniquement aux hommes. C'est quand même assez choquant de voir que ce problème de la syphilis, qui finissait par toucher en particulier les femmes et les enfants, les seules personnes qui ne pouvaient pas y assister, c'était précisément ce groupe-là qui était qui était indirectement touché par le phénomène, mais qui n'avait pas de contrôle sur cette chose-là. Donc, mais intéressant de voir, ce qui ne veut pas dire, je n'essaie pas de dire ici, et puis probablement que Pierre pourrait bien montrer que ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que la censure de l'Église était touchait moins de choses qu'en Europe, mais que la manière dont on réussissait à composer avec certaines choses était certainement un petit peu différente. Mais par exemple, on peut penser qu'un autre auteur, par exemple, un des auteurs les plus féministes de cette période-là, pensons à Ibsen, par exemple, n'a jamais été joué en français à Montréal. Il a été joué uniquement en anglais. Donc, tout n'était pas si simple que ça. J'ai vu des théâtres présenter des saisons dans lesquelles les pièces d'Ibsen étaient mentionnées, mais elles n'ont jamais été jouées à la fin. Donc, les comités de censure ont quand même fonctionné jusqu'à un certain point puisqu'elles les ont éliminées. C'est peut-être juste que la réputation de Ibsen était plus sulfureuse que celle de Brieux, qui était probablement moins connue. D'ailleurs, le plus rigolo, c'est qu'on appelait Brieux l'Ibsen français.